cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je vous en parle en fin de vidéo. Gagner une guerre, c'est compliqué. Et honnêtement, je ne pourrais pas vous dire comment faire pour y arriver. Mais je vais vous donner une technique très efficace pour être sûr de la perdre à tous les coups. Avec la Russie et l'Ukraine, Israël et le Hamas, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la guerre civile en Birmanie contre la junte militaire au pouvoir et avec malheureusement d'autres conflits tragiques qui se déroulent sur notre planète, l'actualité internationale continue d'être chargée en 2023. Sans compter la tension toujours plus forte entre la Chine et Taïwan, laissant certains experts estimer qu'une confrontation militaire pourrait y être possible dans le futur. Le but de cette vidéo, c'est que vous compreniez une logique fondamentale que l'on retrouve derrière chacun de ces théâtres lorsqu'il y a des affrontements qui durent dans le temps. Et cette logique fondamentale, elle commence avec ce que j'ai dans la main. Posséder le dernier smartphone, c'est très pratique, car avec toute sa technologie et ses fonctionnalités, vous aurez un avantage énorme par rapport à quelqu'un qui posséderait un Nokia sorti il y a 20 ans. Mais pour garder cet avantage, il faut que vous puissiez fournir à votre outil ce dont il a besoin pour fonctionner. Dans un contexte de guerre où vous ne pourriez recharger votre téléphone qu'une fois par semaine, garderez-vous cet avantage très longtemps ? Cette question, Zelensky a été contraint de se la poser dès le 24 février 2022, après un réveil un peu brutal à 5h30 du matin. Alors que Poutine pensait bénéficier de l'avantage de la surprise pour faire tomber le gouvernement ukrainien en quelques jours à peine, cette guerre de mouvement qui a débuté a finalement duré plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de se figer en guerre de position qui continuera ainsi peut-être pendant encore plusieurs années. Pour faire leur travail pendant toute cette période, les soldats ont besoin d'être ravitaillés en nourriture, en eau et en munitions. La victoire de chaque camp en dépend. Les blindés comptent sur vous pour pouvoir faire le plein d'essence à chaque fois qu'ils en auront besoin. Parce que sans essence et sans munitions, c'est comme si vous ne possédiez plus cet outil du tout. Alors pour ne pas perdre la guerre, comment faire en sorte que vos unités sur le front ne manquent jamais de rien dans un tel contexte ? Si vous comprenez les deux choses que font les acteurs sur le terrain pour répondre à cette question, l'actualité va vous paraître plus simple, tellement il y a d'informations qui tombent tous les jours et qui s'inscrivent dans cette logique. Je vais principalement m'axer sur le conflit en Ukraine pour vous présenter cette logique, mais on ouvrira ensuite sur d'autres situations dans le monde, comme ce qui se passe actuellement entre Israël et le Hamas, où cette même logique se met en place peu à peu, mais avec quelques variations. Premièrement, ce que l'on observe, c'est que les personnes qui dirigent les opérations militaires se rapprochent des zones de combat, de là où les choses se passent. Être proche du front et des unités, ça vous aide au niveau de la communication avec tous les acteurs qui sont impliqués, et ça vous permet ainsi de prendre des décisions plus adaptées et surtout plus rapidement. Vous devez être réactif dans un tel contexte. Les personnes qui commandent vont donc généralement créer un lieu secret, quelque part à une trentaine de kilomètres de la zone de front, et chapeauter les actions depuis cet endroit, tout juste à distance des éventuels tirs d'artillerie de l'ennemi. Pour mieux comprendre cette réalité, j'ai pu suivre des unités françaises lors de l'exercice Orion qui a eu lieu cette année dans l'est de la France. J'ai pu visiter ce fameux lieu secret appelé un centre de commandement mobile, mais pour des raisons de sécurité, je n'ai pas pu filmer. Ça ressemble généralement à ce qu'on voit dans les films, une grande tente ou bien un bâtiment en dur avec plein de personnes travaillant sur des écrans radars, des cartes satellites, des liaisons de télécommunications. Tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et prendre des décisions. Deuxièmement, les armées vont avoir besoin de créer une plateforme logistique proche des combats. Une base sur laquelle ils vont pouvoir acheminer et stocker du matériel avant de l'envoyer vers le front. Envoyer des convois depuis l'autre bout du pays sans être proche de la réalité de ce qui se passe en première ligne, ce n'est pas pertinent. Là encore, il faut pouvoir être à proximité de là où les unités se trouvent pour être le plus réactif et agile possible. Ça peut vous sembler banal et finalement assez éloigné de ce qu'on voit dans les jeux et dans les films de guerre. Pourtant, ne pas s'occuper de ces points-là ou bien les faire à moitié, c'est perdre automatiquement la guerre. La logistique conditionne vos actions, la logistique conditionne votre victoire. Infantry wins battles, logistics wins war. Amateurs talk about tactics, but professionals study logistics. Les images spectaculaires et désastreuses des combats nous font parfois oublier qu'une grosse partie de la guerre se joue précisément ici, et vous allez voir à quel point cela s'illustre en Ukraine. La logistique, les appuis logistiques. La logistique dans les armées, c'est effectivement une fonction qui n'est pas très connue. Alors je dirais pas mal aimée parce que tout le monde est content d'avoir à manger et à boire. C'est une fonction qui ne se met pas en avant. On est là pour soutenir, on est là pour se mettre au service des autres.
Qu'est-ce que l'on trouve sur les bases logistiques que vous créez en urgence lors d'un conflit ? Du ravitaillement en nourriture, du ravitaillement en munitions, du ravitaillement en carburant. Ça correspond aussi au soutien médical, donc l'évacuation des blessés, le traitement des blessés. Ça correspond à la maintenance, donc la réparation de tous les matériels que les unités utilisent. Tout ce qu'il faut en fait à des unités pour pouvoir remplir leur mission. Okay. J'ai pour mission de garantir toujours que le combattant ait à manger. Pour cela, je dispose de 4 jours de vivre en permanence ici. Ça correspond à environ 40 000 rations de combat. Cette ration permet aux combattants une autonomie en alimentation sur 24 heures, incluant petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ensuite, on a un besoin vital évident, c'est boire et se laver. J'ai environ 100 mètres cubes d'eau en bouteille et de l'eau qu'on ne peut pas boire, qui est utilisée pour se laver, les laveries, faire la cuisine, etc. C'est environ aussi 120 mètres cubes qu'on fait tourner en mobile dans des citernes d'eau et qu'on amène vers l'avant et qu'on renouvelle en permanence. Pour repousser un ennemi, vous avez besoin de créer une sorte d'organisme vivant. Voyez toutes vos unités militaires sur le front comme des bras qui viendraient défendre une zone en repoussant ou en écrasant l'adversaire, un peu comme des bras de flipper. Pour que ces bras fonctionnent, ils vont avoir besoin du centre de commandement mobile, qui n'est autre que votre cerveau. C'est lui qui analyse la situation et prend les décisions en fonction des informations qu'il reçoit et des objectifs que vous recherchez. La base logistique, c'est votre cœur et vos poumons qui alimentent votre organisme en sang et en oxygène en permanence. Vos flux logistiques deviennent alors des veines et des artères qui relient vos différents organes. Retenez cette image et vous améliorerez votre compréhension des conflits. Après, pour rester simple, je suis passé volontairement au-dessus de 5 détails. Premièrement, pour ne pas être repéré par l'adversaire, les infrastructures que vous déployez en urgence doivent être les plus invisibles possibles, en occupant discrètement par exemple des bâtiments déjà construits pour ne pas être repérés sur les images satellites, ou bien en utilisant le couvert forestier pour dissimuler votre présence et éviter une attaque ennemie sur votre position. Cela contribue au fameux brouillard de guerre qui n'est autre que le flou créé par le fait que chaque camp avance en masquant ses actions pour ne pas être stoppé dans sa manœuvre. Ce brouillard de guerre est même représenté dans les jeux vidéo de stratégie. Deuxièmement, pour être plus simple, je passe au-dessus du fait que vous devez protéger vos communications et vos réseaux informatiques de toute menace cyber à chaque fois que vous créez un nouveau lieu, pour éviter les attaques informatiques et les sabotages. Troisièmement, je passe au-dessus de la difficulté du fait de déplacer tout ce que vous avez mis en place si jamais le front avance afin de le suivre, ou bien s'il recule afin de rester en permanence à distance de l'artillerie ennemie. En fonction de l'évolution des combats, vous devrez réorienter les flux et les installations avec agilité, rapidement et le plus discrètement possible, en prenant en compte la réalité complexe du terrain. Quatrièmement, je passe au-dessus des choix stratégiques que vous pourrez faire en envoyant par exemple un seul gros convoi très chargé et très armé, ou bien plein de petits véhicules envoyés en continu de manière éparse, ce qui rend l'ensemble moins soumis à un risque de destruction. Par exemple, la France, au cours de l'opération Barkhane au Sahel, choisissait souvent l'option d'un seul gros convoi armé. Enfin, je suis passé au-dessus des différences dans la manière de gérer cette logistique. Par exemple, entre les pays de l'OTAN et leurs alliés, et la Russie notamment. La Russie, de par la taille de son territoire, a basé sa logistique militaire principalement sur les réseaux ferrés. Il s'agit de trains armés qui vont des usines jusqu'à des lieux de dépôt du matériel avant que les cargaisons ne soient acheminées au front par camion. Retenez le fait qu'avoir une logistique militaire qui dépend des réseaux ferroviaires qui sont fixes dans le sol, ça permet d'aller vite, mais ça rend les actions du pays très rigides et prévisibles. Les troupes russes sont donc particulièrement vulnérables aux dégâts faits sur les rails et les ponts. De leur côté, les pays de l'OTAN et leurs partenaires privilégient une logistique très flexible qui s'adaptera à la stratégie choisie,
mais qui pourra par moment mettre plus de temps à s'établir. Malgré cette différence de la gestion de la logistique, les besoins sont les mêmes dans tous les camps. Tout le monde a besoin d'acheminer du carburant, de la nourriture ou encore des munitions. Bref, j'ai tenu à rester simple, mais retenez que les enjeux sur le terrain sont complexes. S'occuper de la logistique dans de telles conditions n'est vraiment pas un boulot facile. Maintenant que vous comprenez cette logique militaire, regardez en 10 exemples comme tout ce qui s'est passé depuis le début de la guerre en Ukraine va vous paraître cohérent et surtout plus simple à comprendre en fait. Vous avez certainement vu passer des informations qui rentrent dans cette catégorie, où les adversaires détruisent spécifiquement des véhicules de combat du camp d'en face, des bâtiments militaires, mais aussi des éléments de soutien, c'est-à-dire de logistique. Cela a commencé avec une pluie de missiles lancés le premier jour du conflit par la Russie sur des systèmes de défense aérienne, des bases militaires et des infrastructures critiques dans le but de freiner l'Ukraine dans sa capacité à répondre à l'attaque. La Russie a continué en détruisant des réservoirs de pétrole destinés aux véhicules afin de les immobiliser, en tapant le réseau électrique des villes à l'approche de l'hiver, puis à nouveau en visant le carburant destiné à l'aviation quelques mois plus tard pour l'empêcher de quitter le sol. Les Ukrainiens de leur côté ont détruit des dépôts de munitions russes en Crimée, des bâtiments ferroviaires qui abritaient du matériel acheminé par train, ou bien plus récemment, ils ont endommagé, voire carrément mis hors d'usage, 21 hélicoptères de combat stationnés sur un aéroport. Les Russes, il y a quelques semaines, ont détruit des avions de chasse ukrainiens à l'aide de drones. Les Ukrainiens ont fait sauter des réservoirs de carburant destinés à l'armée russe sur le port de Sébastopol en Crimée, à l'aide de drones eux aussi, ainsi qu'une réserve située sur le territoire russe de l'autre côté de la frontière. Bref, on pourrait continuer de donner beaucoup d'exemples de ce type-là. Je m'arrête parce que vous comprenez à présent la logique de ce premier point, gardez-la en tête. Je veux juste rajouter une dernière subtilité qui a été observée dès le premier jour du conflit, la guerre électronique. Les Russes ont brouillé les télécommunications ukrainiennes pour empêcher les unités militaires de s'organiser, ce qui revient finalement sur notre schéma à couper les terminaisons nerveuses entre le cerveau et les unités. Les ordres ne passent plus. Le brouillage et la guerre électronique continuent d'être utilisés encore aujourd'hui de chaque côté du conflit, notamment pour limiter les attaques de drones. Face à la masse de blindés russes en route pour la capitale lors des premiers jours de l'invasion, les militaires ukrainiens n'ont pas d'autre choix que de reculer dans un premier temps. Ils détruisent des ponts et des routes au fur et à mesure de leur recul, pour gagner du temps avant de finalement faire sauter un barrage à Dimer, au nord de Kiev, qui sauvera la capitale. Alors que les Russes gagnaient rapidement du terrain, les Ukrainiens noient la zone. Un autre barrage sera miné 1 an et demi plus tard et 450 km plus au sud. Celui-ci est beaucoup plus gros et Ukrainiens et Russes s'accuseront mutuellement d'en être à l'origine. Aujourd'hui, un grand nombre d'experts suspectent la Russie d'avoir détruit le barrage de Kakhovka pour empêcher les Ukrainiens de traverser le Dniepr, alors que les Russes se trouvaient en difficulté. L'objectif reste finalement le même dans les deux scénarios, battre en retraite tout en empêchant l'avancée des unités adverses, ce qui fait gagner du temps pour se réorganiser. Autre point que l'on peut relever dans cette deuxième catégorie, les Ukrainiens dans les premiers jours du conflit, lors de leur recul près de Kiev, ont endommagé volontairement la piste de l'aéroport d'Antonov à Hostomel pour empêcher que la Russie ne l'utilise pour y déployer ses avions cargo avec du matériel et des militaires, et qu'elle n'en fasse une base logistique idéalement située à proximité de la capitale. Toujours dans l'objectif de freiner son adversaire, l'Ukraine a pu compter sur des militants biélorusses qui ont saboté des portions du réseau ferré de leur pays qui transportaient des trains militaires russes. Ils ont détruit des points de contrôle, des signaux de sémaphore et des aiguillages afin de retarder au maximum l'acheminement de matériel à destination des militaires russes en Ukraine. Les actes de sabotage se multipliant, les autorités biélorusses ont été contraintes de charger une division militaire de patrouiller sur les voies ferrées en civil. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. La Russie, convaincue que son attaque serait éclair, a mis le paquet pour prendre la capitale au début du conflit sans forcément penser à planifier une logistique sur le long terme. Cela a été une de ses plus grandes erreurs. C'est donc dans ce contexte que vous vous souvenez vraisemblablement des colonnes de chars et de véhicules qui roulaient en direction de Kiev les premiers jours après l'invasion de l'Ukraine, avant qu'ils ne se retrouvent finalement en panne de carburant pour la plupart. Arrêtés sur le bord de la route et lorsqu'ils n'étaient pas sous le feu des Ukrainiens, les militaires russes se servaient dans les magasins du coin, faute de rations alimentaires. La Russie prend conscience de ce loupé et passe au plan B, en redirigeant toutes ses forces sur le flanc est et sud-est du pays. Sa logistique s'améliorera par la suite grâce à la proximité avec ses chemins de fer. Et quand il ne s'agit pas du manque de carburant pour les véhicules, c'est parfois le tour des munitions.
et il y en a un à qui ça n'a pas plu. Ceux qui nous donnent pas ces putains de munitions, ils finiront tous par brûler en enfer. Il s'agit de l'une des premières oppositions publiques de Prigojine face au commandement militaire russe. Cette dispute sur la pénurie de munitions de mai 2023 sera suivie un mois plus tard par sa tentative de rébellion avec Wagner contre le pouvoir de Moscou, puis par son accident mortel 3 mois plus tard. De son côté, l'Ukraine est en difficulté pour sa contre-offensive et reconnaît ne pas posséder suffisamment d'armement, ce qui nous amène au point suivant. Pour alimenter cet organisme vivant, les pays peuvent acheminer du matériel et des véhicules qu'ils possédaient en réserve sur leur territoire, ou bien ce que leurs industries peuvent produire en urgence. Mais lorsque les combats durent depuis longtemps, le stock vient à manquer. C'est pourquoi les États se tournent vers l'extérieur à la recherche de partenaires qui pourraient leur en fournir. Cette aide n'est pas désintéressée pour les pays partenaires, soit parce que l'issue du conflit leur est favorable d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils vont obtenir des choses en échange de ce matériel envoyé. Mais pour le pays demandeur, c'est un précieux atout sur le moment qui lui permet de tenir plus longtemps sur le terrain, voire même d'atteindre ses objectifs militaires. Dans un tel contexte, la diplomatie se met au service de la guerre. Il y a 3 choses à retenir. Premièrement, le fait qu'on voit se dessiner des blocs selon comment chaque pays qui fournit de l'aide se positionne par rapport au conflit et à ses intérêts. D'un côté, l'Ukraine obtient de l'aide européenne, canadienne ou encore américaine, alors que la Russie se tourne auprès de l'Iran, de la Corée du Nord, de l'Afrique du Sud et de la Chine. Cette dernière s'est d'ailleurs faite très discrète sur le sujet, dû au fait que tout le monde avait l'œil rivé sur elle pour connaître son positionnement dans cette guerre et plus globalement voir si elle affichait son soutien à la Russie et son opposition aux pays de l'OTAN avec en toile de fond les États-Unis. Représentez-vous le fait que le matériel envoyé de l'étranger transitera jusqu'à une des bases logistiques dont on vient de parler avant d'être acheminé vers le front. Deuxième chose à retenir, le matériel envoyé peut aller du casque et des gilets pare-balles jusqu'aux chars de combat en passant par des missiles en tout genre, mais ça peut aussi être du matériel humanitaire ou des aides financières en fonction des intérêts des pays et de leurs possibilités. On ne va pas rentrer dans les détails particulièrement techniques du matériel, l'idée c'est de comprendre la logique globale. Il y a cependant une petite subtilité que j'évoquerai dans un point suivant. Troisième chose à retenir, les pays engagés dans le conflit peuvent mettre la pression, voire menacer les pays qui fourniraient de l'aide au camp d'en face. C'est pourquoi l'envoi des armements les plus stratégiques et destructeurs passe par de longues négociations entre les pays, et certains sont très vigilants au fait de ne pas dépasser un seuil, c'est-à-dire qu'ils veulent bien aider, mais dans la limite de ne pas provoquer une réaction trop forte du camp d'en face contre leurs propres intérêts. En juillet 2022, les Ukrainiens, dans l'objectif de reprendre la ville de Kherson, ont harcelé les flux logistiques russes sur des points clés, les obligeant à tenter de ravitailler par ferry et avec des ponts mobiles sur le Dniepr. Les Russes, suffocants, sont contraints de libérer la ville et de se déplacer de l'autre côté du fleuve. La guerre a montré l'extrême difficulté de l'exercice logistique. Le franchissement des rivières devient parfois synonyme de débâcle, l'enlisement d'unités sur des chemins de terre qui se transforment en boue avec la fonte de la neige à la fin de l'hiver oblige les soldats à abandonner leurs véhicules, ou encore des jeunes mobilisés sans expérience qui sont envoyés dans des camions logistiques et qui perdent la vie dans des embuscades, obligeant les autres à redoubler de créativité pour dissimuler leurs véhicules. Après plusieurs mois de guerre de mouvement, le front s'est figé et le conflit est passé à une guerre de position. L'Ukraine décide alors de viser spécifiquement à la Crimée, de par la symbolique que représente le territoire, mais aussi de par la réalité physique de la péninsule, qui n'est reliée au continent qu'à quelques maigres endroits. Il est plus facile de l'isoler en visant ces passages stratégiques par lesquels transite la logistique russe dans la région. Au sud-est, le pont de Kertch, avec ses doubles voies qui font passer des véhicules mais aussi des trains, sera donc visé 2 fois. Une fois en octobre 2022, où un camion piégé entraînera l'incendie de 7 citernes ferroviaires qui se rendaient en Crimée, et une autre fois 1 an plus tard, à l'aide de drones de surface navale qui détruiront plusieurs travées du pont automobile, sans endommager le pont ferroviaire. Malgré le fait que ce soit le seul point d'entrée logistique au sud-est, le trafic reprendra rapidement, notamment par le fait que la logistique militaire russe transite majoritairement par les rails. Au nord, les ponts automobiles de Chongar et de Genichesk, qui permettent le ravitaillement du front russe, situé à plus de 120 km de là, seront visés par des missiles longue portée, entraînant des dégradations, mais pas une destruction totale. Les attaques ukrainiennes n'ont pas été particulièrement efficaces pour freiner la logistique adverse en Crimée, car il y a eu finalement assez peu de dégâts sur les infrastructures, mais aussi parce que les Russes ont réussi à contourner les ponts endommagés par des pontons mobiles, comme ici, à Chongar.
Cela a quand même poussé Moscou à trouver d'autres options en démarrant la construction d'une voie ferrée au nord de la péninsule pour éviter de passer par les ponts au sud. Les attaques ont cependant provoqué un impact moral et psychologique important, ce qui était certainement le deuxième objectif recherché. Au passage, voici la couverture des nouveaux manuels scolaires qui ont vu le jour cette année en Russie. Sur la couverture, le pont de Kertch y figure, qui est une manière d'associer dans la tête des enfants la Crimée à la Russie. De son côté, l'Ukraine a édité des timbres postaux qui représentent un mix de la situation du pont de Kertch détruit avec une scène bien connue du Titanic. Tous les coups sont bons pour faire passer des messages à l'ennemi et au reste du monde. Le schéma que je vous ai représenté tout à l'heure ne prend pas en compte toutes les réalités, notamment parce que je n'ai fait figurer que des trajets terrestres. Pourtant, rappelez-vous, la Russie a réalisé un blocus maritime en mer Noire pour isoler et asphyxier l'économie ukrainienne les premiers mois du conflit, en freinant ses importations et exportations, qui pouvaient de manière indirecte venir en aide à la logistique militaire, ce qui revient sur notre schéma à réduire ce qui rentre. Plus tard, un drone marin ukrainien a attaqué un pétrolier russe destiné à ravitailler l'armée par voie maritime. Un navire de guerre a lui aussi été visé par une frappe corsaire à Novorossiysk, qui est une base arrière russe. Des tirs de missiles longue portée ont permis à l'Ukraine d'endommager un navire et un sous-marin qui étaient en maintenance dans un chantier naval à Sébastopol. Sans oublier la frappe ukrainienne destructrice contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, et où chaque camp n'avance pas le même nombre de morts parmi les hauts gradés russes. J'espère que vous arrivez avec tous ces exemples à comprendre à chaque fois quels éléments du schéma sont concernés. Lorsqu'un haut responsable d'une armée est mis à la porte et remplacé par un autre, ça ne renvoie généralement pas un signal très positif. Donc, lorsque vous voyez passer l'information que le général Dmitri Bulgakov, qui était en charge du ravitaillement matériel et technique des forces armées russes, s'est fait remplacer par le général Mikhail Mizintsev, qui lui-même s'est fait remplacer quelques mois plus tard par un autre général dont je n'ai pas pu trouver de photo, c'est intéressant d'allumer éventuellement un petit warning dans votre tête en vous disant que ce turnover n'est pas forcément bon signe pour l'armée russe. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on parlait du fait de demander du matériel militaire à d'autres pays, je vous disais que je voulais vous parler d'un dernier point. Car en effet, vous pouvez demander des armes pour attaquer les unités en première ligne, mais dans le cas actuel de l'Ukraine, une attaque frontale est difficile et risquée. Il est plus stratégique de toucher le centre de gravité de la logistique à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres en arrière-ligne, surtout quand on sait qu'il y a un gap démographique entre les deux camps. Pour chaque Ukrainien sur le front, on compte 4 Russes. L'Ukraine demande avec beaucoup d'insistance à ses partenaires depuis de nombreux mois des moyens pour frapper dans la profondeur. C'est dans ce contexte-là que vous avez dû entendre parler des missiles longue portée et des avions de chasse, alors que la Russie de son côté sort les crocs pour dissuader quiconque souhaiterait lui fournir ce matériel. Gardez en tête avec le schéma que certains armements sont particulièrement précieux car ils permettent de frapper loin de la zone de combat et peuvent potentiellement freiner plus efficacement les actions de l'adversaire. Cela doit vous interpeller à présent quand vous entendez les expressions « taper la profondeur » ou encore « viser les lignes arrière ». On a pu observer en septembre 2023 que dès que l'Ukraine essayait d'attaquer au sud pour isoler la Crimée, la Russie attaquait au nord, notamment autour de Kupiansk, pour obliger l'Ukraine à étaler ses forces armées le long du front, une ligne de plus de 1000 km, je le rappelle. L'idée semble donc pour les Russes qui ont eu le temps de construire une ligne défensive très robuste de 4, 5 voire 6 couches, de rester en posture de défense active pour figer la ligne de front actuelle et forcer l'Ukraine à accepter ce nouveau statu quo. La Russie peut compter sur une barrière supplémentaire et naturelle cette fois-ci, le fleuve Dniepr, qui renforce sa posture défensive. Aujourd'hui, on peut parler de guerre d'usure côté russe, le but étant de fatiguer la logistique et les unités ukrainiennes pour en rester là, ce qui n'est pas l'avis des Ukrainiens ni de leurs dirigeants. La logistique militaire n'ayant à présent plus de secret pour vous, voyons maintenant comment elle s'adapte dans d'autres théâtres. Comment la logistique militaire va se mettre en place en Israël si jamais le conflit perdure à Gaza? Comment la bande de Gaza pourrait être logistiquement approvisionnée? Auprès de quel pays chaque acteur chercherait à s'armer? On commence à voir déjà des infos sur le sujet, entre l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre. Quelle est la probabilité pour Israël que d'autres groupes armés fassent diversion et mobilisent sa logistique sur plusieurs fronts? Est-ce dans les souterrains sous Gaza que l'on trouve les centres de commandement mobile du Hamas? Est-ce que les caches d'armes peuvent être assimilées à de petites bases logistiques dans le cas d'un conflit asymétrique?
Est-ce que Israël a bombardé des aéroports en Syrie parce que l'Iran aurait envoyé des armements et du matériel à destination de groupes militaires que le pays soutient dans la région pour déstabiliser Israël? Même exercice en Birmanie où vous pourrez trouver des informations sur pourquoi la Russie et la Chine arment la junte militaire, ou bien trouver d'autres informations qui concernent la logistique des combats. Tout ça, il faut que ça devienne un automatisme. Vous voyez passer toutes ces infos pendant la journée, vous savez déjà dans quelle catégorie vous allez les ranger, ça va vous aider à donner du sens à l'actualité au moment où elle se passe. Enfin, dans le scénario probable de Taïwan, comment appliquer cette logique à une île? Comment la logistique militaire se mettrait en place pour chaque camp? Dans le cas d'un conflit de haute intensité, comment ravitailler une île? Ce travail de plusieurs mois sur les rivalités et les menaces m'amène à vous parler du sponsor de cette vidéo. Car pour que vos déplacements au sein du cyberespace se déroulent sans accroc, NordVPN est l'outil de cybersécurité fait pour vous. En plus de nous permettre de nous promener sur le net en toute sécurité, en protégeant notre anonymat et nos données personnelles, il nous donne accès aux sites de streaming sans aucune restriction géographique, ce qui est bien pratique pour les films, le foot ou encore la F1. Mais NordVPN inclut aussi une protection anti-menace qui reste active même lorsque le VPN n'est pas activé. Elle permet de bloquer les téléchargements de fichiers ou logiciels malveillants, les sites de phishing ou encore les trackers web qui collectent nos données de navigation et personnelles à des fins commerciales. Obtenez 4 mois offerts sur tous les abonnements de 1 an et de 2 ans jusqu'au 29 novembre via mon lien en description. C'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. C'était Mister Geopolitics, merci pour votre fidélité et à très vite sur les réseaux.